Donc nous allons aborder maintenant un nouveau thème. Une régulation des échanges internationaux est-elle nécessaire? Tout simplement, donc il y aura 3 grands chapitres. Le premier chapitre, un petit peu, on va travailler ce que sont les échanges internationaux. On verra qu'ils sont multipolaires, donc faits de plusieurs pôles dans le monde. Puis on verra qu'il y a une pratique d'échange divergente. Et enfin, la nécessité d'une régulation mondiale de ces échanges. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que ces échanges internationaux multipolaires? Donc, grand 1, caractéristiques de ces échanges internationaux et des échanges de biens et de services. Donc, de quoi sont composés les échanges internationaux? D'importations, qui sont des flux de biens et de services sortant du territoire national vers l'étranger, et des exportations, c'est-à-dire des flux de biens et de services en provenance de l'étranger et entrant sur le territoire national. Donc, ces échanges internationaux se composent de biens et de services qui sont échangés dans le cadre d'exportation ou d'importation mondiale. Alors, comment évoluent ces échanges internationaux? Donc, vous voyez ici, vous avez un graphique type bac que vous pourriez commenter avec 2 petits types de questions. Premier type de question, montrer que les échanges internationaux se sont fortement développés depuis 1980, donc une question qui concerne plutôt quelque chose de chronologique dans le temps. Et une deuxième question, plus d'analyse. On va analyser l'évolution de la composition des échanges internationaux depuis 1980. Alors vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste regarder un petit peu le graphique. Ici en abscisse, vous avez les années, donc de 1980 à 2015, donc on va faire une comparaison entre ces 2 pôles. Et puis ici, vous avez en dollars le montant des échanges internationaux, 22 000 milliards de dollars d'échanges, alors qu'il n'y en avait que 2318 milliards en 1980. Donc vous voyez, déjà, on peut voir dans ces 2 pôles que dans les échanges internationaux, on passe de 2,3 à 2,2 environ, donc on est sur une multiplication par 10 en 30 ans, de 2080 à 2015. Vous voyez, facile de répondre. On peut regarder aussi la part des services. Vous voyez que le service, c'est le rose qui est là. Regardez, entre 1980, la part des services, et puis ici, la part des services qui est beaucoup plus importante. Donc si vous faites des petits calculs, vous voyez que la part des services progresse de 15% en 1980 et elle est de 22% en 2015. Donc les services progressent fortement. Voilà pour les échanges internationaux. Qu'est-ce qui domine? Eh bien, on voit tout de suite que ce qui domine, c'est le vert. Alors on regarde, qu'est-ce que le vert? Ce sont les produits manufacturés. Donc on a une domination des échanges de marchandises. Ils dominent 56%. Si on fait le rapport 1092 sur le total, on voit qu'ils font à peu près la moitié, 1000 pour 2000, donc 56% des échanges en 2015. Puis si on fait ce rapport ici sur le total, bien on voit aussi qu'ils sont très importants. Deuxièmement, on regarde l'énergie et les minerais, donc c'est plus court. Vous voyez ici, c'est l'orange qui est foncé, c'est 14% en 2015. Et on regarde aussi les produits agricoles. Vous voyez, les produits agricoles ont quand même un petit peu évolué, mais proportionnellement beaucoup moins que les produits manufacturés. Voilà comment on peut analyser un graphique le jour d'un bac. Vous voyez. Alors, l'ouverture, grand B, des économies, la diversification des échanges. L'accentuation des interdépendances des économies. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que ces 30 dernières années, les économies deviennent de plus en plus interdépendantes. Alors pourquoi? À nouveau un graphique. Qu'est-ce que nous avons ici? Toujours une échelle chronologique de 2005 à 2015. C'est un rapport sur le commerce mondial qui a été fait dans les années 2015-2016 de l'Organisation mondiale du commerce. Et puis ici, vous avez des taux de croissance. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que le bleu il est supérieur au orange. Alors, si je regarde le bleu c'est la croissance du commerce des marchandises en volume, et le orange, c'est la croissance du PIB. Donc la première chose qu'on peut dire, donc on va se poser les questions, comment évolue le commerce international mondial par rapport au PIB mondial, et comment on explique que les économies deviennent interdépendantes. Alors la première chose, et comment le développement des échanges internationaux on peut le caractériser. Donc la première chose qu'on voit, c'est que le bleu est plus rapide que l'orange, donc la croissance des échanges internationaux, la croissance du commerce des marchandises en volume est plus rapide que celle de la production mondiale, c'est-à-dire du PIB. Le bleu est plus important
année après année que le orange. Alors quels sont les effets? Ça veut dire que les économies s'ouvrent de plus en plus, hein, puisqu'elles commercent plus qu'elles ne produisent d'année en année, et la part des exportations et des importations augmente. Donc ce sont des économies plus interdépendantes. Alors, les échanges internationaux, comment ils se caractérisent? Eh bien, on a une diversification des flux de biens et de services. Les besoins se diversifient, et donc on a des besoins qui vont être satisfaits finalement par des biens et des services qui viennent de l'étranger et qui vont accentuer encore l'interdépendance des économies entre elles. Alors, comment on peut mesurer ces échanges de biens et de services? Maintenant qu'on sait de quoi ils sont faits, comment ils évoluent et comment on peut les caractériser. Maintenant, comment on peut les mesurer? Alors, premièrement, la balance des transactions courantes. Là, vous avez un petit tableau. À nouveau, on peut se poser des questions. Quel est le solde des transactions courantes en France? Est-ce que c'est un déficit ou un excédent? Et deuxièmement, comment a évolué ce solde entre 2013 et 2015 et d'expliquer cette évolution. Alors on va voir après ce que c'est que les transactions courantes. Hein. C'est la balance commerciale plus un certain nombre de revenus primaires et secondaires, on va l'expliquer tout à l'heure. Donc si on veut regarder quel est le solde, vous regardez la case 2015. Est-ce que c'est un excédent ou un déficit? C'est facile, là on voit bien que c'est un déficit. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est un déficit de 4,4 milliards en 2015 et il est beaucoup moindre qu'en 2014 ou 2013, pour ce que vous voyez, on avait même atteint moins 22 milliards. Donc c'est un déficit, mais un déficit moindre, beaucoup moins important que 2013 et 2014. Le solde déficitaire des biens, lui, il s'améliore, hein, puisqu'on voit qu'on passe de moins 42 à moins 24, donc ça c'est très bien. Par contre, les services, qui est un solde positif, celui-là, par contre, il diminue. Donc notre solde négatif s'améliore, notre solde positif diminue. Alors, on va regarder un petit peu ce que c'est que cette balance des transactions courantes, balance des paiements. Donc on a les importations et les exportations de biens et de marchandises qui représentent la balance commerciale. Puis vous avez la balance qu'on appelle la balance des invisibles, donc importation, exportation de services, plus tous les transferts reçus et versés. Par exemple, les revenus qui sont versés par les travailleurs étrangers dans leur pays, ou les revenus reçus des travailleurs étrangers français à l'étranger. Hein, donc on a des travailleurs ici qui renvoient leur salaire chez eux, et puis aussi des Français qui ont leur salaire en France, bien qu'ils soient à l'étranger, ou qui le renvoient en France. Donc ça s'appelle la balance des invisibles. Donc si vous faites la somme de la balance commerciale et de la balance des invisibles, vous avez la balance des transactions courantes. Alors on appelle ces revenus de transfert, on les appelle soit les revenus primaires, donc qui sont partagés entre les rémunérations des salariés, salaires qui sont versés par des employeurs non résidents à leurs salariés résidents, et les revenus secondaires qui correspondent à des transferts courants, comme les dépenses liées à la coopération en direction des pays en développement, la contribution française au budget européen, l'envoi de fonds de travailleurs immigrés, etc. Donc vous voyez, on voit deux types de revenus, des revenus primaires et des revenus secondaires. Alors, la balance des transactions courantes, finalement, si elle est déficitaire, ça signifie que le pays dépense plus qu'il ne gagne, donc il a un besoin de financement, qui l'oblige à se financer auprès de ses partenaires extérieurs. Tout simplement, j'ai un besoin de financement. La balance des capitaux, c'est l'entrée et sortie des capitaux, hein, des personnes qui vont acheter des capitaux étrangers ou au contraire qui vont vendre leurs capitaux sur des places financières à l'étranger. Et donc la balance des paiements représente l'ensemble des mouvements de biens et de services, balance commerciale, plus de la balance des invisibles, transactions courantes, plus balance des capitaux, entre le pays, notre pays et le reste du monde. Voilà, la somme de toutes ces balances donne la balance des paiements. Alors, après avoir vu la balance des transactions courantes, nous allons voir les forces et les faiblesses des échanges extérieurs. Les échanges de biens représentent une faiblesse, alors que les échanges de services constituent une force en France. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce petit graphique? Encore une fois, on repère ici que c'est chronologique. Nous avons ici deux courbes, une bleue qui sont les importations et une rouge qui sont les exportations. C'est facile de voir que la bleue, elle est au-dessus de la rouge, donc ça veut dire qu'on importe plus qu'on exporte. D'où, en dessous, un déficit. Vous voyez, chaque fois, le déficit s'exprime ici.
hein. Ici, c'est un peu moindre, le déficit est moins important. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Que depuis 2005, qu'est-ce qui se passe depuis 2005? C'est facile de voir qu'il y a un déficit chronique. Chronique, ça veut dire qu'il se répète tous les ans. Nous sommes en France, la source est la Banque de France. Le solde des biens est déficitaire et le solde des services est excédentaire. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Au niveau de ce graphique, à nouveau ici, nous avons donc c'est les comptes nationaux. Nous avons de 97 à 2015 deux courbes qui sont assez symétriques, vous voyez. Elles se suivent, on va dire qu'elles sont corrélées, que la demande mondiale a une influence forte sur les exportations françaises. On voit que quand la demande est importante dans le monde, les exportations françaises se portent bien. Donc le ralentissement des exportations françaises s'explique par le ralentissement de la demande mondiale. Si la demande mondiale ralentit, les exportations ralentissent. Quand la demande mondiale s'accélère, les exportations françaises s'accélèrent. Alors ici, vous avez à nouveau un graphique, cette fois, vous voyez, en bâton, un histogramme, et on voit ici, donc la source, c'est les douanes. Nous voyons des soldes en 2014 et puis 2015. Nous voyons aussi que nous avons des forces, puisque les soldes sont positifs sur un certain nombre de produits, et nous avons ici des faiblesses sur d'autres produits. Donc dans les échanges de biens, la France présente des forces dans quoi? Dans le secteur agricole, agroalimentaire, matériel de transport, aéronautique, spatial, pharmacie. En revanche, elle présente des faiblesses dans l'automobile, le textile, l'habillement, les produits informatiques et l'énergie. Voilà pour commenter, si vous deviez commenter tout simplement ce petit graphique. Donc maintenant qu'on a vu les forces et faiblesses des échanges extérieurs en France, on va voir quels sont les principaux pôles d'échanges internationaux, puisqu'on a parlé de multipolaire. Alors quels sont les principaux acteurs? Alors ici, nous avons les statistiques du commerce mondial, Organisation mondiale du commerce, qui nous permet de voir ce graphique. Nous avons toutes les zones du monde et puis représentées de couleurs différentes des milliards d'euros. Donc on voit tout de suite que l'Europe, ici une partie de l'Europe, l'Amérique du Nord, la Chine, en milliards d'euros, ce sont des acteurs extrêmement importants. Total des marchandises, 18 494 milliards de dollars dans le monde. Alors, dans les principaux, on voit l'Europe, premier exportateur régional, 36% des exportations mondiales, suivi par l'Asie et l'Amérique du Nord. Donc voilà, bravo à l'Europe. Donc ces 28 pays de l'Union là qui sont capables de devenir premier exportateur régional mondial. Il y a une montée en puissance de l'Asie avec une Europe qui est toujours dominante, mais une irrésistible ascension des pays émergents. Nous savons très bien, bien sûr, aussi qu'il y a donc la présence très importante de la Chine dans le commerce mondial actuellement. Alors, la montée des pays émergents dans les échanges internationaux. Donc, qui sont ces pays émergents? Les pays émergents, donc, on va les appeler les BRICS. C'est un acronyme, une invention de Jim O'Neill, économiste de Goldman Sachs, qui en 2001 prédisait aux économies du Brésil, B, de la Russie, R, de l'Inde, I, et de la Chine, C, une croissance forte et un développement rapide. Donc on les a appelés les BRIC, et puis le S sera finalement ajouté en 2011 pour intégrer l'Afrique du Sud, qui elle est aussi très prometteuse. Donc ces pays émergents, donc on les connaît maintenant géographiquement, leurs revenus par habitant sont intermédiaires entre ceux des pays les moins avancés et ceux des pays les plus développés. Ils ont une dynamique de rattrapage des pays développés, des forts taux de croissance, ils ont des transformations institutionnelles et structurelles très importantes et ils présentent un potentiel de croissance important. Alors, quelle est la place maintenant des firmes multinationales dans les échanges internationaux? Donc, les multinationales sont au cœur des échanges internationaux. Vous allez voir que c'est elles qui font la majeure partie du commerce international. Donc, dans un premier point, grand A, les multinationales au cœur des échanges internationaux. Donc, ces firmes, elles sont au cœur des échanges internationaux par la place des flux intra-firmes. Donc une firme multinationale, c'est une entreprise souvent de très grande taille qui possède ou qui contrôle des unités de production dans plusieurs pays en fonction d'une stratégie qui s'appuie sur les différences socio-économiques de ces pays. Donc vous le voyez en management, c'est cette fameuse stratégie de diversification aussi qui peut être géographique, horizontale ou verticale et qui lui permet bien d'avoir des firmes un peu dans tous les pays
et de s'appuyer sur les différences socio-économiques de ces pays. 2/3 du commerce mondial est fait par 1/3 du commerce intra-firme, c'est-à-dire qu'elles sont réalisées au sein de leur réseau. Donc une firme multinationale va avoir un certain nombre d'échanges intra-firmes entre différentes firmes dans le monde entre ces sociétés. Le commerce intra-firme correspond donc à l'intérieur des firmes multinationales à des échanges entre une maison qu'on va appeler la maison mère et ses filiales. Alors par exemple, je vous ai pris l'exemple de Boeing qui, donc bien sûr, firme multinationale, qui a la maison mère aux États-Unis et qui a un certain nombre de fournisseurs, Boeing américains, des fournisseurs nord-américains, mais aussi asiatiques et européens. Et vous voyez, eh bien, tout le fuselage qui est ici, il est fait en particulier par Grottaglie en Italie, mais vous savez qu'il y a aussi les pneus ici, on ne le voit pas, mais ils sont en partie faits par Michelin, hein, puisqu'on a vu avec le problème du Boeing 737 que ça va créer aussi des soucis hein, pour tous leurs fournisseurs. À Toulouse en France, c'est la porte des passagers. Le cône arrière, c'est Séoul, la Corée, etc., etc. Donc vous voyez ici, on va parler de la DIP, DIPP, c'est-à-dire la division internationale du processus productif. Un avion américain n'est absolument pas fait en Amérique. Il va être sans doute monté en partie en Amérique, et encore c'est même pas sûr, mais ses fournisseurs vont être dans le monde entier. Ça va être la division internationale du processus productif. Alors pourquoi on fait ça? On décompose la fabrication d'un produit dans des lieux différents, puis on les réunit pour l'assemblage final, tout simplement parce qu'on va exploiter les avantages liés à chaque pays. Les avantages concurrentiels, technologiques, mais aussi de main-d'œuvre, de compétences spécifiques. Les stratégies des firmes multinationales et la nature des échanges internationaux. Alors quelles sont les stratégies de ces firmes? Les conséquences des FMN, firmes multinationales, la hausse de la part des biens intermédiaires, c'est-à-dire de toutes les pièces détachées, de tous les composants dans le commerce mondial, ça représente 57% des importations. Vous voyez, les firmes, entre elles, eh bien, elles vont importer énormément aussi de pièces détachées pour réaliser leur production. Donc la part de plus en plus importante du commerce intra-firme dans le commerce international. Alors regardez l'exemple de la société Pas d'Impôt qui est basée dans un pays de production et qui produit un t-shirt pour 10 € et elle le vend à sa filiale T-shirt Paradis à un prix coûtant. Donc ça lui coûte 10 €, elle le vend 10 €. Quel est l'intérêt? On ne fait pas de bénéfice, oui, mais il n'y a pas d'impôt. Et le t-shirt Paradis, eh bien, il est basé dans un paradis fiscal. Voilà. Donc ce t-shirt Paradis, on va le revendre à la filiale T-shirt pas cher pour 20 €. Il va y avoir un bénéfice de 10 €, mais comme elle est basée dans un paradis fiscal, eh ben, il n'y aura pas d'impôt. Alors la liste des paradis fiscaux, hein, c'est la source de l'OCDE. En 2012, vous avez Autriche, Andorre, Antigua, je vous laisserai lire le Guatemala, Gibraltar, enfin vous voyez, il y en avait quand même un paquet de tous ces lieux où eh bien, on ne paye pas d'impôts. Et donc c'est tout à fait dommageable, bien sûr, pour le monde entier. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc le t-shirt Paradis, qui va avoir un gros bénéfice, mais qui va payer aucun impôt, eh bien lui, il va le revendre à un t-shirt pas cher, il va le revendre 15 €, va faire 5 € de bénéfice. Donc le t-shirt pas cher, il est basé dans le pays de distribution, ça peut être nous, la France. Alors les impôts seront quasiment nuls parce qu'il y aura notamment éventuellement des subventions, puis avec un bénéfice très peu important. Voilà un peu comment se passe cette stratégie des firmes multinationales. Alors, c'est une stratégie qui repose sur des prix de transfert et une optimisation fiscale. Prix de transfert bien entre filiales, hein, on va vendre évidemment pour notre propre intérêt. Hein, quand on vend du pays de production à la filiale T-shirt Paradis, hein, de celle-là à celle-là, bien sûr, ça s'appelle un prix de transfert. Prix de transfert, vous voyez, 10 €, 10 €. C'est tout à fait intéressant. Et puis, on va chercher l'optimisation fiscale. Donc, un prix de transfert, c'est un prix auquel est facturé un bien ou un service qui fait l'objet d'une transaction au sein d'une firme multinationale. Ces prix sont déterminés par la firme seule et peuvent être très différents du prix du marché.
Voilà pour ce cours, un petit peu long, mais tout à fait intéressant sur les échanges internationaux multipolaires. Vous pouvez faire maintenant votre petit